Bienvenue dans Au cœur de l'info et dans le débat ce soir consacré bien sûr à cette démission de François Bayrou. Le Premier ministre va remettre sa démission dès demain au président de la République après ce désaveu puisque les députés ont voté contre la confiance à François Bayrou à 364 voix contre 194 voix pour. Bien sûr, on va parler de l'après gouvernement Bayrou. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau ou une nouvelle première ministre? Est-ce qu'il va y avoir une dissolution, une démission du président? Tous les scénarios sont en ce moment sur la table et on en parle toujours avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24. Également Michaël Darmon qui est toujours avec nous, éditorialiste à I24. Nous avons Arnaud Mercier avec nous, toujours spécialiste de la communication politique, et Frédéric Dabi, directeur général de l'opinion du groupe IFOP. On va écouter tout de même François Bayrou. C'était à 15h. Il a fait sa déclaration de politique générale en pensant convaincre. On va l'écouter. Pas de retour. On est injustement... Notre pronostic vital est engagé, dont dépend notre État, notre indépendance, nos services publics, notre modèle social. C'est la question de la maîtrise de nos dépenses, la question du surendettement. Votre soutien, l'accord minimal sans lequel je ne pourrais pas poursuivre ma mission, je le demande à l'Assemblée nationale sur un seul point, mais décisif, le constat de la situation du pays. Frédéric Dabi, donc ce discours, c'était à 15h. À 19h, ce vote contre, cinglant, 364 votes contre la confiance à François Bayrou. On peut dire que... Est-ce qu'il s'y attendait tout de même à un tel échec? Il faut lui poser la question, mais je pense qu'il s'y attendait. Je le répète, c'était mission impossible. Et la formule un peu vacharde, mais réelle de Boris Vallaud convient. Il n'a pas préparé sa rentrée, mais préparé sa sortie. Pendant l'été, en n'ayant aucun contact avec les chefs de parti, en ne répondant pas à la lettre de Marine Le Pen, quand bien même elle était peut-être irréaliste sur les solutions proposées, très clairement, il a voulu partir librement, ne pas être contraint par une motion de censure qui sera arrivée, alors je ne sais pas, en octobre, en novembre. Il laisse peut-être du temps à son successeur pour préparer le budget, c'est un point quand même positif, mais je suis frappé de voir à quel point il y a une homothétie entre ce qu'il a dit aux Français lors de sa tournée médiatique et ce qu'il a dit aujourd'hui. Quand il parle de pronostic vital engagé, il l'a dit quasiment dans chaque émission radiodiffusée ou sur Internet, je pense à Brut, où il était intervenu. Mais voilà, il n'a pas su faire la distinction entre deux publics, les parlementaires, qu'il fallait travailler dès cet été, l'opinion, quand il a été interrogé par 4 journalistes des chaînes info, l'émission était peut-être intéressante, mais qu'est-ce qu'elle advenait tard? Il aurait dû le faire quelques jours après le 15 juillet pour laisser infuser pendant l'été. Je pense qu'Arnaud Mercier va dire les mêmes choses en termes de communication. Tout a été fait à l'envers en termes de temporalité. Et un mot sur, justement, vous qui êtes sondeur sur les sondages, donc une impopularité qui a continué à être marquée. Je disais, au mois de juillet, il a battu le record de plus petit nombre de satisfaits qu'avait jusque-là Mme Édith Cresson lors du 2e mandat de François Mitterrand. Il y a une grille de lecture qui a été l'inaction tout au long de ces 9 mois, même si le 15 juillet, il a annoncé des choses. Il faut le dire, Bétaram a été un véritable accélérateur d'impopularité, avec des mots très durs, le fait qu'il ait peut-être menti, le discours des Français, qu'il ait menti par omission, qu'il ait laissé faire. C'était une sorte de poison lent, mais très clairement, il y a des choses qui sont extérieures à lui. Depuis le 7 juillet, on vit ce que j'appelle l'éclipse du politique. Les Français ont l'impression que c'est plus là que ça se passe. Le politique au national ne remplit plus la fonction idéale du politique. La défiance, c'était... Oui, changer la vie, régler les problèmes. Et effectivement, Michel Barnier avait le même problème, mais lui avait une image personnelle étincelante que n'a pas François Bayrou. Lorsqu'il dit qu'il faut travailler plus, les Français écoutent l'émetteur. Et l'image qu'il a, c'est quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose pour le pays au cours des 30 dernières années. C'est son image, Arnaud Mercier. Aujourd'hui, quel avenir finalement pour François Bayrou après cet échec cinglant? Là, écoutez, je ne vais pas être méchant, mais là, il a un pied déjà dans le cercueil. Enfin, je veux dire, politiquement, c'est pathétique parce que je pense que vraiment la seule
rationalité, c'était de penser que ça allait préparer son avenir, une sorte de, vous voyez, de tremplin pour rebondir. Ok, je suis impopulaire tout de suite, mais je serai plus populaire après. Mais franchement, c'est désespéré. Je voudrais insister sur un point en termes de communication. C'est un non-sens ce qu'il fait. Quand il dit « je vous demande simplement de voter sur le constat », mais c'est pas ça. L'article 49.1, c'est l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur un vote dit de confiance. C'est pas dans le texte, mais c'est la tradition parlementaire. Donc évidemment, c'est qu'on lui fait confiance pour agir, et pas on lui fait confiance pour dire voilà les chiffres, il y a tant de milliards, etc. Ça n'a pas de sens que d'essayer de rechanger il utilise un texte constitutionnel qui dit on vous fait confiance pour agir, en disant faites-moi juste confiance pour le diagnostic. Ça peut pas marcher. James André, vous êtes toujours à l'Assemblée nationale, vous avez un invité écologiste avec vous. Oui, absolument. Je suis avec le député Nicolas Bonnet. Nicolas Bonnet est donc député dans le Puy-de-Dôme. Vice-président du groupe écologiste. Vice-président du groupe écologiste, je ne l'ai pas dit, à l'Assemblée nationale. Alors, d'abord, la première question que j'ai envie de poser, comment vous réagissez à ce vote qui a un résultat très clair? Oui, le résultat était clair, il était prévu à l'avance, puisque ça fait déjà 2 semaines maintenant que François Bayrou a annoncé son intention de solliciter la confiance de l'Assemblée et que la plupart des groupes, même tous les groupes qui ne forment pas, qui ne soutenaient pas son gouvernement, ont annoncé qu'ils ne lui feraient pas confiance. Et malgré tout ce qu'il a pu dire au cours de ces 2 dernières semaines, personne n'a changé d'avis, ce qui est assez logique. En tout cas pour nous, les écologistes, c'est assez logique, puisqu'on a pu voir depuis maintenant le 23 décembre dernier comment François Bayrou exerçait son rôle de Premier ministre et qu'au-delà des belles paroles, en tout cas, de volonté de dialogue. Au final, il était beaucoup plus dans la posture thatchérienne de dire ces solutions, sinon, en fait, ce ne sont pas des bonnes solutions, sinon il n'y a pas d'autre alternative. Et effectivement, ce n'est pas une véritable posture de dialogue. Et on l'avait bien senti déjà au précédent budget, où il était passé en forte avec un 49.3 en ignorant tous les amendements qui avaient été passés pendant les débats, pendant plusieurs semaines de débats sur le budget dernier. Et donc, clairement, entre l'expérience du précédent budget et ce qu'il nous annonçait comme étant la base du budget pour 2026, on n'avait aucune raison de lui faire confiance. Et désormais, nous appelons à la formation d'un nouveau gouvernement, cette fois-ci, enfin, qui serait basé sur le résultat de l'élection d'il y a 1 an, c'est-à-dire un gouvernement avec un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, un Premier ministre de gauche, qui appliquerait le programme qui est arrivé en tête, pas en tête majoritaire, mais en tête néanmoins, lors des dernières élections législatives. Alors les écologistes, vous avez été sur une posture plutôt dure contre le gouvernement Bayrou. On l'a vu notamment parce que, par exemple, votre parti a refusé de participer aux consultations à Matignon la semaine dernière. Là aujourd'hui, donc vous me dites un gouvernement de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui le nouveau Front populaire est toujours un front, je dirais, solide? C'est-à-dire, est-ce que vous soutiendriez, par exemple, la candidature d'un Premier ministre, par exemple, socialiste? Ou est-ce que vous appelez absolument que ce soit un Premier ministre issu de vos rangs? Qu'est-ce que vous voulez voir pour la suite? En fait, ce n'est pas nécessairement la personne ou plutôt le parti du futur Premier ministre qui compte. C'est en gros quels engagements ce Premier ministre ou cette Première ministre prendrait en termes de projets à porter. Et c'est pour ça que nous, on avait fait par exemple tout un tas de discussions au sein du Front populaire il y a 1 an et on avait trouvé une figure, Lucie Castet, qui n'était originaire d'aucun des rangs des différents partis et qui pouvait faire consensus. Maintenant, aujourd'hui, ça pourrait très bien être Lucie Castet comme ça pourrait être quelqu'un d'autre, pourquoi pas issu ou non, en tout cas dans des partis du Front populaire. Ce qui comptera, c'est vraiment le projet qu'on portera devant les Français et le projet donc, que cette personne sera prête à porter devant les Français et devant aussi, bien sûr, l'ensemble de l'Assemblée nationale, puisqu'on n'ignore pas qu'il faudra qu'on arrive à former des compromis et que notamment on s'engage à ne pas avoir recours au 49.3 pour faire adopter un budget pour la France. C'est bien la preuve que nous sommes prêts à aller chercher des compromis avec d'autres forces politiques, notamment bien sûr les forces au centre. Est-ce qu'il va y avoir une démarche là pour choisir, pour arriver avec un nom à proposer au président de la République au sein du nouveau Front populaire? Pour l'instant, ce n'est pas la démarche que nous avons entamée. Nous avons plutôt entamé une démarche de discussion sur le fond avec les autres forces du nouveau Front populaire. En termes de personnes, c'est vrai que nous avions déjà un nom potentiel, Lucie Castet, mais comme je vous disais, ça peut très bien être quelqu'un d'autre. Tout est à discuter en tout cas aujourd'hui. Mais le plus important, ce sera vraiment la démarche et le fond politique, puisque nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr apporter des solutions aux Françaises et aux Français, basées sur le programme que nous leur avons proposé il y a 1 an, et qui, je le redis, est arrivé en tête. Donc il est vraiment légitime, tout en allant chercher des compromis, puisqu'on sait bien qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas majoritaires seuls, appliquer tout le programme et rien que le programme. Alors LFI appelle notamment les Français à se mobiliser pour le 10 septembre. Quelle est la posture des écologistes?
Le 10 septembre, c'est un mouvement qui se veut citoyen, qui part de la base, qui n'est pas initié par des forces politiques. Et c'est d'ailleurs comme ça que tous ceux qui le promeuvent le présentent, et ils ne souhaitent pas qu'il y ait d'ingérence politique. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons suivre avec attention les propositions qui seront faites, les gens qui se mobiliseront, nous irons dialoguer avec eux, mais pour l'instant, nous n'avons pas à exprimer une opinion particulière en disant il faut y aller, il ne faut pas y aller. Ce qui est important, c'est de voir en tout cas l'émulation populaire qui se créera et d'aller dialoguer avec eux pour comprendre quelles sont leurs problématiques et qu'est-ce qu'ils proposent. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir réagi au micro de France 24 et je vous repasse l'émission. L'antenne. Merci beaucoup, James en direct de l'Assemblée nationale. On l'a compris, c'est quand même intéressant, Mickaël Darmon, de voir donc l'écologiste dire le retour du nouveau Front populaire. Il faut donc ce programme. Lucie Castet, donc ce nom qui revient. Donc c'était vraiment, je dirais, la gauche première version, parce qu'entre-temps, le PS, LFI, il y a on peut dire qu'ils se distinguent. Boris Vallaud, d'ailleurs, a eu un discours un peu différent, puisque lui aimerait que ça soit quelqu'un issu du Parti socialiste, qui soit nommé au gouvernement. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe à gauche, là? Déjà, je dirais une forme d'inquiétude. Et alors, pour les écologistes, c'est même une forme, je dirais, de peur. Parce qu'il y a deux choses qui leur font, qui vraiment, là, pour le coup, les obsèdent. Ce sont les articulations électorales pour les municipales. S'ils veulent garder les villes importantes, d'où l'appel à ce que, depuis quelques jours, de Marine Tondelier et ses affidés pour dire qu'il faut absolument reconstruire le nouveau Front populaire, parce que c'est la matrice pour pouvoir garder les villes importantes. Donc l'alliance avec LFI. Donc alliance avec LFI, de ce point de vue-là, c'est effectivement important. Et puis, ne jamais voir revenir leur cauchemar, c'est-à-dire un PS fort, qui a toujours été le stress absolu et la frayeur totale des écologistes, c'est que quand le PS était dominant. Frédéric Dabi. Oui, je trouve que la ligne des écologistes est extrêmement peu lisible. Hier, chez vos confrères de LCI, Yannick Jadot, c'est quand même pas n'importe qui, c'est l'écologiste le plus populaire, c'est l'ancien candidat à l'élection présidentielle, député européen, dit que lui, l'alliance avec LFI, c'est terminé du fait de l'Ukraine, du fait de toute une série de sorties de Jean-Luc Mélenchon. Et là, on entend un replâtrage du nouveau Front populaire qui même divise à gauche. Une enquête IFOP récemment montrait qu'un NFP ancienne version était bien en deçà, entre 24 et 25% du score obtenu le 30 juin 2024. On ne peut pas faire comme si ne s'était rien passé depuis 2024 et on a vu tout au long de la dernière période les fractures au sein de la gauche. Mickaël Darmon a tout à fait raison de si je puis dire, penser à la traduction municipale, mais il y a même des villes écologistes, je pense à Bordeaux, où le maire est plutôt bien positionné, où il est plutôt peu chaud, si je puis dire, ou peu désireux d'avoir des France Insoumises socialistes qui peuvent donner un bon score de premier tour, mais enclencher une logique d'élimination au second tour. Vous connaissez la phrase de Charles Pasqua qui avait été hérité de Guy Mollet. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Et aujourd'hui, LFI enclenche un vote d'élimination. On va écouter Boris Vallaud, justement, le chef de file des socialistes. Monsieur le Premier ministre, vous ne ferez pas aujourd'hui de votre défaite une victoire. De l'absurde, un au fait. Du vide politique, l'étoffe d'un destin. Non, ce vote auquel vous vous sommitez n'est pas un acte de courage, c'est une dérobade. Que dis-je? C'est une pantanolade. Face à l'adversité, vous vous résignez. Face à la difficulté, vous reculez. Face à la responsabilité, aujourd'hui, vous vous effacez. Oui. Roselyne, donc chef de file du Parti socialiste, on a vu qu'eux ont un discours différent. L'idée, c'est justement de se débarrasser de LFI et d'essayer justement d'avoir ce discours, ce qu'a eu le discours de Boris Vallaud, de gauche du gouvernement, de gauche qui propose un Premier ministre comme Olivier Faure, ou en tout cas issu donc, de la gauche socialiste. On est effectivement en plein dans les querelles à gauche. Oui, et plus j'écoute les socialistes, et plus je me dis qu'Emmanuel Macron n'ira pas chercher un socialiste. C'est la fin de la politique de l'offre, c'est-à-dire le contre-budget du Parti socialiste, fin de la politique de l'offre. La retraite à 62 ans, même la CFDT a abandonné. Donc, après, Emmanuel ils disent qu'il y a une Macron ouverture, on peut discuter. Mais ça, c'est pour appâter le chaland. C'est pour croyez pas. Mais non, pas du tout. Mais on en parlait tout à l'heure avec Mickaël. Je crois qu'Emmanuel Macron va devoir faire très vite déjà pour trouver
un Premier ministre, il ne va pas falloir qu'il tarde, il va falloir qu'il regarde ce que donnent les mouvements sociaux, il va falloir qu'il reparle aux syndicats, il va falloir avoir un projet. C'est ça, je pense que l'affaire Bayrou, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. On est déjà dans l'après. Le Parti socialiste, je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut effectivement trouver soit un socialiste issu de l'ancienne gauche, c'est-à-dire celle de François Hollande, social-démocrate, mais il n'en reste plus beaucoup, puisque le PS, en majorité, quand même, ça reste aussi beaucoup les frondeurs. Donc, qui ont mis des bâtons dans les roues. Mais les noms de Bernard Cazeneuve, de Carole Delga... Oui, mais c'est toujours les mêmes noms, vous voyez. Oui, ils reviennent. C'est toujours le même film qui passe, comme dirait Francis Cabrel, vous voyez. Donc, toujours les mêmes noms qui, finalement, finissent généralement dans les corbeilles de l'histoire. Hein. Donc, pas de Premier ministre socialiste, vous pensez la même chose? Bon, j'ai pas de boule de cristal et j'aimerais pas être à la place d'Emmanuel Macron parce qu'il n'a le choix qu'entre des impasses. Donc c'est dans quelle impasse il va rentrer. Ouais. Et le fait est que il y a un marqueur chez Emmanuel Macron, c'est cette politique de l'offre, hein, cette idée de réduire les taxes, les impôts, développer l'outil productif, enfin tout ça. Le ruissellement, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, et que c'est l'antithèse du programme LFP et même du Parti socialiste quand il n'est pas soumis à l'influence de LFI. Et donc, on a vu qu'Emmanuel Macron refuse obstinément de mettre la moindre pièce dans un jukebox qui viendrait chanter une autre musique que celle de la politique de l'offre. Même s'il reparle d'ouverture Même s'il reparle d'ouverture, donc je ne vois pas comment il pourrait le faire. Et pour ma part, le seul pronostic auquel je m'autorise, c'est que Emmanuel Macron a vécu de fait deux fois une sorte de cohabitation. Parce que Barnier, il en a quand même fait au bout d'un moment qu'à sa tête. Bayrou, c'est pire que tout. Et alors qu'il lui promettait la lune, etc., il en a vraiment fait. Et je pense qu'Emmanuel Macron, quand il a accepté son truc, il était content de s'en débarrasser en réalité. Et donc, je ne vois pas un seul instant Emmanuel Macron, dans l'état d'esprit où il est, s'il renomme un Premier ministre, faire autre chose que de faire un Premier ministre qui soit enfin un fidèle. Alors le cornu, typiquement, mais quelqu'un en qui il a confiance, quelqu'un qui va se dire, voilà, il va pas me contester. Ça changera pas alors ça change, mais ça sera une impasse aussi. Ça serait une impasse aussi, mais ça serait peut-être un scénario relationnellement. Alors on verra, il y a aussi des formes et des codes et des figures imposées dans une présidence. On commence par un proche et on termine avec un proche. Donc ça serait Sébastien Lecornu. Donc ça peut être effectivement, il n'a plus le temps, on le disait tout à l'heure, il n'y a plus d'énergie politique pour faire de l'audace, pour faire de l'ouverture, pour faire de la rupture, pour faire la fameuse disruption à la Macron. C'est terminé. Ça y est, il a totalement, maintenant, il est un président finissant. Et finissant dans un chaos qu'il a lui-même provoqué depuis la dissolution du 9 juin 2024. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment la fin de règne. C'est vraiment cela. Donc, on va avoir effectivement les discours les plus assurés de la part de l'Élysée, du président lui-même. Bien évidemment, ils connaissent leur métier. Mais la réalité politique, elle est celle-là. Avec David. Oui, mais quand la gauche, justement, n'arrête pas de lui tendre des perches à Emmanuel Macron, le Parti socialiste... Déjà, je partage ce que dit Mickaël Darmon. On est sur une fin de règne alors qu'on n'est pas temporellement dans une fin de règne. Il lui reste plus de 18 mois, il lui reste 19 mois. On est très loin du scrutin présidentiel. Oui, c'est vrai, mais n'oublions pas, il ne sera pas, contrairement au François Mitterrand de 95 ou Jacques Chirac de 2007, un président silencieux parce qu'il a l'international. Des sujets qui intéressent beaucoup les Français où il pourra interférer sur la campagne. Quand vous dites, Arnaud, à juste titre, qu'il a vécu deux cohabitations, ce qui est très intéressant, c'est qu'auprès des Français, il n'en a pas du tout retiré les bénéfices. D'un François Mitterrand qui se refait la cerise, pardon de ce terme un peu trivial, entre 86 et 88, Jacques Chirac sous Jospin, etc. Parce que la cohabitation n'était pas très claire. Mais non, c'était pas clair, parce que certes, Michel Barnier était de chez LR, mais il était soutenu par le Bloc central. Parce que la petite musique qui est le Bloc central qui a perdu au législatif, n'a pas vraiment quitté le pouvoir, est très forte chez les Français qui, face à ce blocage, face à cette éclipse du politique, veulent trancher le nœud gordien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont favorables à une nette majorité, IFOP pour le fiducial, pour le Figaro, à 63%, pour une dissolution. Parce que c'est une manière de remettre le pays dans l'imaginaire de la Ve République, à savoir le politique agit et change la vie. Les Français sont favorables en majorité à une dissolution. C'est ce que vous nous dites ce soir. En résonance, on va certainement entendre parler des propos de Gabriel Attal,
qui, dans une interview dans Le Parisien, dit Emmanuel Macron doit partager le pouvoir. Donc ça, effectivement, ce sont déjà les propos qui commencent à arriver d'après Bayrou et de nouvelles situations. Donc avec une vraie cohabitation. En tout cas, il doit dire qu'effectivement, il doit partager le pouvoir. En fait, ça veut dire qu'il faut que Emmanuel Macron se retire et arrête et laisse effectivement à un système parlementaire, d'une manière ou d'une autre, la possibilité de gouverner. Et il doit partager le pouvoir de la part de Gabriel Attal, dont on sait qu'il n'a pas du tout apprécié la démarche du 9 juin 2024. C'est aussi un élément supplémentaire d'une dislocation de ce socle commun ou ce qu'il en reste. Mais alors partager le pouvoir, Roselyne, avec quel Premier ministre, quelle couleur politique qui devrait avoir un soutien d'une Assemblée qui est toujours aussi morcelée. Il y a 3 partis à l'Assemblée. C'est impossible, c'est pour ça que je pense qu'on s'achemine vers une crise de régime, c'est-à-dire un État ingouvernable. Alors à chaque fois on dit il faut qu'ils prennent un technocrate. Là aussi c'est une vieille rengaine. Un gouvernement Oui, un gouvernement technique. Mais là, ça va peut-être finir par arriver. Est-ce qu'un technicien... Alors, Jean Castex, il avait quand même une étiquette Nicolas Sarkozy. Éric Lombard aussi. Mais Éric Lombard, il a été ministre de l'économie. Mais il avait une image de gauche. Mais c'est vrai qu'au début, quand il est arrivé, lui, il voulait augmenter les impôts. C'est Emmanuel Macron qui le lui a empêché. Et il est resté. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour Lombard de dire, bon... finalement, je vais faire le contraire de ce que j'ai fait et ce que je voulais faire. Donc, peut-être que le gouvernement technique est, in fine, une possibilité. Même si c'est une vieille rengaine. Une vieille rengaine. Arnaud Mercier, le gouvernement technique. Parfois, les vieilles rengaines... écoutez, fonctionnent. Le gouvernement technique... Un technocrate à la tête du gouvernement. Le gouverneur de la Banque de France, ce genre de profil, c'est souvent... François Villeroy de Gallo, son nom aussi, pas mal. Oui, mais bien sûr. Ou le président du Conseil économique et social, ou n'importe quoi, ce genre d'institution. On revient un peu à la case départ, pardonnez-moi, moi j'ai l'impression que on ne l'a jamais quitté depuis le 7 juillet. Mais parce que, précisément, il a tenté... En fait, le problème, et les Français le rendent Emmanuel Macron comptable de ça, on a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a jamais accepté le verdict des urnes. Là, pour la majorité des Français, c'est comme ça que c'est perçu. Parce qu'il a mis des gens qui lui étaient quand même proches au sens idéologique et économique. Bon, mais pas des proches forcément en termes d'amitié, de fidélité, pas des fidèles, pas des compagnons de route, etc. Donc, pour Emmanuel Macron, moi je pense que s'il ne se résout pas à la dissolution, le profil, c'est quelqu'un qui ne va pas le contester et qui va être fidèle. Alors soit fidèle parce que c'est un compagnon de route depuis toujours, soit l'autre option, c'est effectivement le haut fonctionnaire, etc., qui va être un peu aux ordres parce que le président de la République a dit que... Et qui va rassurer les marchés. Qui va rassurer les marchés, voilà. Un mot, Jordan Bardella, Premier ministre. Frédéric Dabi, ça serait une cohabitation. J'ai envie de dire, tout est possible. On connaît la célèbre phrase de François Mitterrand sur Michel Rocard, lever l'hypothèque Rocard en le nommant à Matignon et le faisant se décrédibiliser, c'est parce qu'il s'était passé sur le court terme, pas sur le moyen terme. C'est vrai que ça peut être séduisant, mais moi, le problème, c'est que le RN, vous avez vu l'attitude du RN, le changement d'attitude. Ils sont sur une logique presque LFiste, à refuser d'aller à Matignon, sinon pas la majorité absolue, et une nouvelle radicalité, qui est que on est plutôt favorable, ils sont plutôt favorables à une vraie dissolution, voire au départ du président. Marine Le Pen l'a dit de manière très explicite. Donc ça reste aujourd'hui un scénario de science-fiction. Et l'idée d'Emmanuel Macron qui, je dirais, creverait la baudruche RN, puisqu'aujourd'hui, le principal levier de motivation des électeurs RN, c'est ce que j'appelle l'alternative. C'est-à-dire, c'est leur jamais cours, pourquoi pas eux, ils n'ont jamais gouverné. C'est quand même quelque chose de sacrément risqué et qui entacherait même l'ensemble du mandat du président. Emmanuel Macron qui prend acte, on l'apprend à l'instant, de la chute de François Bayrou et qui va nommer son successeur dans les tout prochains jours. Il va donc nommer un successeur dans les tout prochains jours. Cette dépêche donc exit la dissolution, a priori. Continuer. On verra, effectivement. On peut nommer un Premier ministre et dissoudre. Il peut annoncer, il peut effectivement dire je nomme un nouveau Premier ministre avec, effectivement, comme on l'évoque, éventuellement cette feuille de route liée à un changement du mode de scrutin. Ça, on verra bien. Et il peut effectivement annoncer qu'il peut dissoudre, même si, effectivement, après, il nomme. Donc, de ce point de vue-là, on sent bien qu'il y a
aussi, au fond, une forme de sidération qui va être digérée. Dans les prochains jours, on n'est plus déjà sur tout de suite rapide, comme ça a été dit, c'est plus demain, et on sait comment commencent les prochains jours avec Emmanuel Macron, même s'il y a cette fois-ci, une fois de plus, un agenda. Indépendamment de l'agenda institutionnel pour la loi sur le budget, il y a aussi surtout un mouvement social qui est en train d'essayer de démarrer, qui peut commencer le 10 septembre avec ce fameux mouvement Bloc-Contour, qui a pour l'instant beaucoup de viralité et pas forcément beaucoup de réalité. Donc on verra comment ça va se mettre en place à partir du 10. Donc il ne faudra pas non plus laisser vacant trop longtemps la vie du gouvernement. 50 jours avant de nommer Michel Barnier, me semble-t-il. Enfin, c'était très long. Ah oui, ça avait été particulièrement long. Bah oui, oui. Donc ça avait commencé dans les prochains jours. Donc, début septembre. Non, mais là, il a tout intérêt. Et il y avait des échéances importantes aussi. Donc, il a tout intérêt à aller très vite, Emmanuel Macron. On ne peut pas laisser pourrir la situation comme ça. Surtout avec le budget. Oui, mais il y avait aussi un budget l'année dernière. Non, mais c'était pendant l'été. Alors que là, on est déjà dans le budget. Oui, mais s'il veut dissoudre, il parlera avant. Donc on sera un peu au parfum. Oui. Si on voit qu'il y a une déclaration d'Emmanuel Macron demain à 20h ou après-demain, c'est qu'il y a un changement d'avis, effectivement. Oui. Ça circulait depuis quelques jours en disant qu'il prendrait s'il parle rapidement. On va voir, effectivement. James André, vous êtes toujours à l'Assemblée nationale avec une députée, la France Insoumise. Oui, bonjour. Je suis avec Claire Lejeune, vous êtes députée de la France Insoumise de l'Essonne. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, je voudrais avoir votre réaction tout simplement sur le résultat de ce vote. Clairement, voilà, la confiance n'a pas été votée au gouvernement. Oui, c'était attendu puisque très rapidement les partis avaient déclaré qu'ils ne soutiendraient pas ce gouvernement et c'est l'ordre normal des choses. Ça devrait être normal dans notre pays de demander la confiance au Parlement lorsqu'un gouvernement est nommé. Ça n'avait pas été fait jusque-là, donc c'est une bonne chose qu'on ait pu voter. C'est une victoire du peuple par la voix de ses représentants, une victoire qui doit se confirmer par la mobilisation du 10 septembre qui s'inscrit aussi dans la lignée d'une opposition au macronisme et aux politiques menées par les gouvernements successifs qui soutenaient Macron. Donc c'est un juste retour des choses. Maintenant, la question, c'est la suite, la mobilisation populaire. Nous, notre constat, c'est qu'on est face pas seulement à une crise budgétaire, mais bien à une crise de régime dont la cause est à l'Élysée et que du coup, il faudra bien un moment que le président Emmanuel Macron se résigne à partir. C'est-à-dire que vous appelez, ça a été rappelé d'ailleurs par Mathilde Panot, la chef de file de votre parti LFI tout à l'heure, lors de son allocution, vous appelez en fait à ce qu'Emmanuel Macron finalement quitte le pouvoir. Oui, en fait, si on a une nouvelle dissolution, on pourrait se retrouver exactement dans la même configuration. Avec de nombreux noms qui sont évoqués pour Matignon, on se retrouverait aussi avec une situation de blocage puisque Emmanuel Macron persiste à vouloir appliquer des politiques qui n'ont pas de légitimité démocratique aujourd'hui. Donc la seule manière de résoudre cela, ce serait de repasser par une élection présidentielle pour trancher définitivement le cap politique dans le pays. Alors c'est ce que vous me dites, mais si on prend les socialistes ou les écologistes, eux appellent plutôt à ce que ce soit un Premier ministre issu de la gauche qui soit placé dans le cadre d'un remaniement. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable pour la France Insoumise aujourd'hui s'il y a un Premier ministre socialiste, par exemple, est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous soutiendriez un gouvernement avec un Premier ministre, d'ailleurs socialiste ou écologiste, ou même, bon, la France Insoumise potentiellement, bien sûr, mais qui serait issu des rangs de la gauche ? Alors, la volonté des socialistes aujourd'hui est d'aller à Matignon sur la base d'une plateforme programmatique qui est très très éloignée de celle que nous avons signée ensemble lorsque nous avons été élus ensemble dans la configuration du nouveau Front populaire. Nous estimons que nous avons été élus non sur nos personnes, mais bien sur la base d'un programme qui nous engage envers les Français qui nous ont élus. Et donc notre fidélité va avant tout à ce programme. Donc on ne soutiendra pas un gouvernement qui, en fait, se vendra le programme du nouveau Front populaire au profit d'une alliance avec les macronistes. Mais vous pourriez censurer un tel gouvernement ? Nous ne soutiendrions pas très clairement un tel gouvernement puisqu'il serait obligé aussi de se fonder sur une coalition avec les macronistes qui sont nos adversaires politiques depuis le premier jour du macronisme. Donc ce serait très incohérent de notre part de faire de la sorte et c'est d'ailleurs une incohérence des socialistes de défendre en juillet dernier un programme avec nous, celui du nouveau Front populaire, et aujourd'hui d'annoncer qu'ils sont prêts à le mettre à la poubelle pour aller à Matignon. Je vous remercie beaucoup et je vous rends l'antenne.
James André, donc en direct de l'Assemblée nationale, on apprend aussi que Marine Tondelier des écologistes demande qu'Emmanuel Macron reçoive les chefs de parti de gauche avant de nommer un Premier ministre. Donc elle aussi pense qu'il faut un Premier ministre de gauche. Un mot peut-être sur le scrutin, sur les voix. Michaël Darmon, vous me disiez qu'à droite, ça a été très divisé. Hein. Oui, 13 députés LR ont voté contre la confiance, 9 se sont abstenus. Donc, vous voyez, donc ça fait effectivement sur une quarantaine, c'est ça 49, on comprend effectivement, 49. Comme on disait, pourquoi Laurent Wauquiez a donné la liberté de vote. Il avait déjà très certainement un pointage de ce vote-là. Et ça rappelle ce qu'on dit aussi tout à l'heure, c'est que c'est un groupe d'auto-entrepreneurs qui n'est pas du tout affilié à la marque et qui disent nous faisons ce que nous voulons. Mais quel intérêt ont-ils finalement à être aussi divisés? Justement, ce n'est pas bon pour le groupe LR. Déjà, il y a un passif historique entre LR, UMP et François Bayrou. Je ne fais pas un dessin. La tentative d'escapade avec Ségolène Royal en 2007, l'appel à voter François Hollande en 2012. Et puis, c'est vrai, je reprendrai l'expression de Michaël Darmon, c'est des députés qui sont des survivants. Beaucoup ont été élus face au RN grâce au Front républicain, dans des zones rurales, dans des zones de péri-urbaines, et peut-être pense-t-il à la prochaine, une éventuelle dissolution. Ils avaient trouvé quand même en Bruno Retailleau, qui a été élu extrêmement nettement à l'Assemblée comme président de LR, qui donne satisfaction comme ministre de l'Intérieur, un candidat naturel qui la permettrait de sauver les meubles en cas de nouvelle dissolution. En tout cas, ils n'ont pas intérêt du tout à une dissolution à court terme. Et puis il y a deux écuries, hein, l'écurie Retailleau et l'écurie Wauquiez. Donc si à la tête ça chamaille, vous imaginez dans la cour de récréation. Donc ils ont les mêmes objectifs tous les deux. Ils veulent aller en 2027 à l'Élysée, mais ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est-à-dire que Retailleau, lui, il a fait son beurre, si je puis dire, sur le ministère de l'Intérieur. Donc il a besoin d'un bilan. Il a besoin de continuer à être peut-être à la tête d'être le premier fil de France, ou en tout cas un ministère régalien. Il a tout intérêt à ça. Et Wauquiez a tout intérêt à jouer contre Retailleau. Et à montrer qu'effectivement, il n'y a pas de bilan. Vous allez voir très certainement dans les prochains jours, soit les déclarations un peu comme ça, fuitées, soit peut-être des vraies positions frontales ou analyses frontales vont pointer le fait qu'il n'y a pas de bilan pour Bruno Retailleau. Si jamais il n'arrive pas à être renommé ministre de l'Intérieur, pour lui, c'est quand même maintenant l'enjeu. Il faut que la parenthèse, entre guillemets, enchantée ne s'arrête pas le concernant, parce que c'est effectivement à ce ministère qu'il a pu faire effectivement asseoir son image. S'il n'a plus le ministère et qu'il est à la tête d'un parti divisé, les choses vont singulièrement se compliquer. Ça va être très compliqué. On retrouve encore James André. Une dernière fois, vous avez une députée Ensemble pour la République avec vous, donc qui a soutenu elle, qui a voté la confiance. Oui, absolument. Je suis avec Eleanor Cario, qui est donc la députée des Français de l'étranger, donc chargée de l'Amérique latine, et Carwa. Et effectivement. Et donc, pardon, excusez. Et donc voilà, Eleanor Carwa, je voulais savoir, vous avez voté évidemment en faveur du gouvernement, et je voulais savoir quelle est votre réaction donc à la suite de cette chute du gouvernement. Alors déjà, moi, j'ai pas voté en faveur du gouvernement, j'ai voté en faveur de la stabilité, même pas la confiance. C'est le Premier ministre a mis au vote une déclaration de politique générale sur le budget, et moi je pense comme lui que la situation budgétaire exige de la responsabilité aujourd'hui, et donc j'ai voté pour, non pas pour François Bayrou, non pas pour ce qu'il proposait, mais pour travailler ensemble. Je regrette évidemment le résultat de cette élection, même s'il était attendu, de ce vote, même s'il était attendu. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que les uns et les autres se mettent autour de la table et construisent un budget, non pas seulement pour les prochains mois, comme ça a été le cas lorsque François Bayrou a été nommé, mais pour les 18 mois qui nous séparent de l'échéance de l'élection présidentielle et des législatives qui devraient s'y accompagner. Alors François Bayrou va donc remettre sa démission demain matin et Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme scénario au lendemain de cette démission? Moi, ce que je souhaite, c'est voir tous ceux qui ont aujourd'hui décidé de voter contre cette question assez simple qui leur était posée sur le budget
prendre leurs responsabilités, non pas parce qu'ils oublieraient leur identité politique ou leurs idées, mais parce que c'est dans l'intérêt de notre pays que d'arriver à une forme de stabilité, à une forme de cohérence. Oui, c'est une période compliquée dans laquelle il n'y a pas de majorité claire. Oui, la Ve République a été plutôt créée pour avoir des majorités claires. Mais aujourd'hui, c'est la situation que nous avons et c'est le résultat du vote des Françaises et des Français. Et donc, il faut que nous, responsables politiques, soyons à la hauteur. Et c'est pour ça, encore une fois, que moi, j'ai voté pour. Pas de gaieté de cœur, pas en étant convaincu de tout ce qui nous avait été proposé, mais parce que je suis dans cette optique de responsabilité et de compromis. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir réagi à l'antenne de France 24. Merci James, merci à Éléonore Carouin. Un dernier tour de table, hein, c'est à peu près ce qui nous reste comme temps. 2 échéances importantes. Alors le 10 septembre, cette mobilisation ou pas, Frédéric Dabi, donc de bloquons tout, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et puis ensuite, vendredi, la notation de la dette française par l'agence Fitch. Ça fait quand même 2 échéances importantes pour cette semaine. Fitch est la plus petite agence. Va-t-elle prendre le risque de dégrader la France? Personne ne peut le dire. J'ai aussi du mal à vous dire des choses avec beaucoup de certitude sur le mouvement du 10, qui est une sorte d'OSNI, d'objet social non identifié. Il y a de la viralité, comme le dit Mickaël. Est-ce que ça va se traduire par des actions concrètes? Est-ce que ça va être des sortes de petits pétards dans tout le pays sans traduction? Quand on dit c'est un bis repetita des Gilets jaunes, je veux bien. Les ferments qui ont fait descendre les Gilets jaunes autour des ronds-points sont là. Le travail qui paye mal, le sentiment qu'un État est tatillon et embête les Français, comme avait dit Georges Pompidou, avec des mots un petit peu différents, mais prudence absolue. Puis je pense que le fait que la France insoumise ait voulu court-circuiter ou en tout cas s'intégrer dans le mouvement peut être un repoussoir très fort. Et puis la chute de François Bayrou va quand même permettre de relâcher la pression, parce que les fameux 2 jours fériés, aujourd'hui c'est fini. Oui, c'est fini. Voilà, aujourd'hui, et c'était une des revendications, une des colères, ça avait provoqué la colère. Ne retentera le coup. Un point de friction absolument jamais vu. Mickaël Darmon, sur ce mouvement du 10 septembre et sur cette décision de Fitch. Alors, eh bien, effectivement, tout d'abord, sur le mouvement du 10 septembre, on l'a vu, effectivement, le mot d'ordre, c'est bloquons tout. Je pense que la feuille de route maintenant du président de la République, c'est débloquons tout, parce qu'effectivement, il est face à un blocage politique majeur. C'est un mouvement d'extrême gauche plutôt? C'est un mouvement dont on voit bien qu'il est, pour l'instant, il est irrigué par la même colère que celle des Gilets jaunes, qui n'a pas vraiment disparu. Mais le fait qu'un parti politique se soit à ce point positionné à l'intérieur, mais également d'autres, les syndicats, mais également d'une manière aussi, on l'entend, le RN, peut aussi générer quelque chose d'important. En général, les rendez-vous qui sont donnés de manière très forte dans le calendrier, répétés des mois à l'avance, ne donnent jamais vraiment grand-chose le jour même. La question de savoir, ce qu'on va essayer de voir le 10 septembre, c'est dans quelle mesure c'est le début ou pas d'un processus. Fitch, les trajectoires sont toujours observées et donc ça peut être une mauvaise décision pour la France. Ouais. S'il n'y a pas de Premier ministre avant vendredi, ça risque d'accélérer un peu. Alors ça peut être aussi un élément de mensuétude, en disant on va attendre qu'il y ait un gouvernement et on verra quelle sera sa trajectoire. Donc on ne dégrade pas tout de suite. Peut-être. Roselyne, une fois de plus, le 10 après je suis toujours d'accord avec Mickaël Darmon. Je vais vous épouser, Mickaël, finalement. Écoutez, on peut en discuter, mais la négociation va commencer. Je pense qu'effectivement, les mouvements sociaux, c'est comme le coup de la tartine. Soit ça tombe sur le mauvais côté beurré, soit pas. Donc c'est pile ou face. Les Gilets jaunes, on ne les a pas vus venir. Et effectivement, l'idée que ce soit cornaqué par un parti politique et pas n'importe lequel, la France insoumise peut effectivement jouer comme un repoussoir. Quant à Fitch, peut-être vont-ils avoir pitié de la France. Oui, vous pensez qu'ils peuvent avoir pitié? Est-ce qu'on a les politiques qu'on mérite, dans le fond? Arnaud Mercier. Sur le 10 septembre, donc après-demain. Sur le 10 septembre, rappelons l'humilité des experts qui n'ont pas vu vraiment venir le coup des Gilets jaunes. Donc, et c'est né aussi sur les réseaux sociaux. Ça puisse se cristalliser pour à nouveau faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, beaucoup de prudence. Alors, cette démission du gouvernement, est-ce que ça pourrait désamorcer finalement cette colère? Pas forcément. En fait, ce qui se passe quand même, et je reviens sur ce qu'avait dit Frédéric Dabi dès le départ, c'est-à-dire que en fait, ça dit quelque chose d'une profonde crise de défiance vis-à-vis du personnel politique. Et donc, il y a vraiment une colère. Et donc, je pense quand même
qu'il y a pas mal de gens qui vont se faire plaisir de dire voilà, nous sommes en colère, et au cas où vous ne l'auriez pas, c'est pas que dans les sondages, on va le faire aussi dans la rue, concrètement, etc., pour que quand même vous entendiez bien le message. Donc je pense quand même à un certain succès pour un effet coup de semonce pour le prochain gouvernement. Et quant à l'agence de notation, peut-être même, pourrait-il dire, nous différons de 15 jours ou 3 semaines l'annonce compte tenu des circonstances exceptionnelles, absence du gouvernement, nous allons attendre la nouvelle fiche. Si ça se trouve, ils vont faire ça. Si ça se trouve, ils vont différer. Ou en tout cas, ils auront déjà anticipé. Un mot, Frédéric Dabi, sur l'opinion. 9 Français sur 10 n'ont plus confiance en politique. Alors, ce n'est pas un chiffre de la maison IFOP, mais la défiance à l'égard du politique national n'a jamais été aussi fort. Moins dans des chiffres que dans le discours des Français, cette éclipse, l'idée que c'est plus là que ça se passe. Et à contrario, parce que les Français cherchent peut-être même frénétiquement des acteurs de confiance, on en voit émerger, qui se substituent de plus en plus aux politiques nationales. L'entreprise, qui a une cote d'enfer, l'ancienne vision idéologisée de l'entreprise a fait place à une connaissance du terrain, le fait que la France est d'abord des TPE et pas seulement Total et des grandes multinationales, et puis bien sûr les élus locaux. Il ne faut pas oublier qu'on est à quelques mois des élections municipales qui, en principe, devraient être le prochain scrutin, sauf dissolution, sauf référendum. Donc, en principe, je le retire, personne n'en sait rien. Et c'est vrai qu'on a une cote des élus locaux qui, eux, sont l'antithèse du personnel politique national. Ils sont sur le terrain, ils écoutent, ils ne sont pas déconnectés. S'ils le sont, ils le payent extrêmement cher. Et eux, malgré la baisse des dotations, malgré les difficultés quotidiennes, parviennent à réenchanter le politique en changeant la vie le plus souvent positivement, de leurs concitoyens. Donc ça veut dire que les élections locales, elles sont importantes. Ah bah bien sûr, c'est la dernière avant la présidentielle. Ah oui, elles seront absolument importantes. Elles vont raconter la trame politique qui est en train de se mettre en place pour la présidentielle. Mais pour l'instant, à partir de ce soir, c'est en marche, mais vers l'inconnu. En marche vers l'inconnu. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mickaël Darmon, Roselyne Febvre. Merci, Arnaud Mercier. Et merci à vous, Frédéric Dabi. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24. On va bien sûr continuer à évoquer cette démission du gouvernement de François Bayrou, ce vote donc de défiance à l'égard de François Bayrou, avec donc toujours sur France 24, avec toutes les réactions qui vont suivre. Restez avec nous.